je vais associer le public très nombreux cet après-midi au plaisir que j'ai d'animer cette rencontre et de passer cette petite heure ou ces 3/4 d'heure ensemble. Tout le monde vous connaît, Jean-Pierre Coff, mais si on n'a pas lu votre livre, Une vie de Coff, je pense que personne ne vous connaît vraiment. Restaurateur parisien à la mode, auteur, animateur télé et radio, infatigable pourfendeur de la malbouffe, promoteur des produits du potager et du plaisir de jardiner, vous vous dévoilez à travers ces mémoires avec une incroyable sincérité. Homme enthousiaste et généreux, aux verbes hauts et aux opinions tranchées, vous révélez une facette inconnue de vous-même, celle d'un homme blessé, parfois trahi, quelquefois mal aimé. Derrière le masque de troublion médiatique, il y a non pas la vie, mais les vies de Jean-Pierre Coff, que nous allons ensemble tenter de mieux connaître. Alors avant que nous ne déroulions le fil de cette histoire, de votre histoire, une première question. Pourquoi ce livre et pourquoi maintenant ? Pourquoi ce livre ? Enfin, j'en sais rien, c'est pas exactement ce que je devrais dire, mais j'ai un collaborateur qui a voulu, il y a depuis 4-5 ans, écrire un livre sur moi. Et je trouvais ça prétentieux, outrecuidant d'accepter qu'on écrive un livre sur moi. Je n'avais pas spécialement envie de me confier, mais bon, c'était un collaborateur et je l'aime beaucoup. Et c'est donc Philippe Codin qui a écrit La Postface. Et nous avons fait une tentative d'écrire à deux mains. L'idée était que je lui racontais des choses, il les écrivait, et éventuellement je les agrémentais ou les pimentais, comme vous voudrez, sur la page choisie. Et quand j'ai lu ce qu'il avait écrit, je me suis rendu compte que je me mentais. C'est-à-dire, je n'avais pas envie de lui raconter exactement comment ça s'était passé. Et puis, deuxièmement, est-ce que j'avais honte ? Je ne sais pas, je lui faisais une vie très belle. Finalement, en lisant le texte qu'il avait écrit, et qui était que la retransmission de ce que je lui avais dit, j'ai trouvé que c'était banal et j'ai dit, mais ça ne s'est pas passé comme ça, mais pourquoi j'ai dit ça ? Et je ne comprenais pas pourquoi je mentais. Et puis un jour, Carcassonne, donc l'éditeur, le directeur général de Stock, à qui je raconte mon problème d'écrivain, puisqu'il est directeur d'une maison, donc il écoute les auteurs avec une certaine bienveillance. Il me dit, mais c'est évident, il faut que tu l'écrives toi-même. Et puis, un jour, il y a 2 ans et demi, j'ai commencé par « Je suis né le 24 mars 38 ». C'était en fait le plus facile, puisque c'était ma date de naissance. Et après, j'ai posé mon crayon et je me suis dit, qu'est-ce que je veux dire là-dedans ? Et pourquoi je le fais ? Pourquoi tout à coup, il y a eu un déclic qui m'a encouragé à faire cette première phrase ? Et cette première phrase doit m'amener à quoi ? Est-ce que je vais recopier ce que j'avais dit à Godin ou bien est-ce que je vais me livrer ? Et ça, c'était pas aussi facile que ça, parce que même quand on est très intime, on a quelquefois du mal à se confier à des proches sur un problème qu'on a, qui peut être un problème, quel que soit d'ailleurs le problème, le plus intime qui soit ou le plus banal. Quelquefois, on n'arrive pas à trouver les mots pour dire à quelqu'un de proche, ben voilà, qu'est-ce que je dois faire là maintenant, j'ai besoin de ton conseil, qu'est-ce que tu en penses ? Et je me suis dit, bon, je me suis rendu compte en fait que la feuille de papier est bien utile. Parce que finalement, elle recueille vos souvenirs les plus intimes,
les plus troublants quelquefois, ceux qu'on n'aurait pas envie de révéler, parce qu'on a un ego, parce qu'on a son quant à soi, pour mille et une raisons. Et finalement, cette feuille blanche, elle est très bienveillante, elle ne discute pas. Vous pouvez lui dire ce que vous voulez. Vous pouvez même l'insulter, elle ne répond pas. Et ça, c'est pas mal. Et donc, j'ai fait ami avec ma feuille blanche et ça a été 2 ans, 2 ans d'écriture, pas 2 ans forcément faciles, mais 2 ans. Alors justement, vous venez de l'évoquer, tout commence à Lunéville. Aussi simplement que cette phrase qui ouvre votre livre et que vous avez citée, « Je suis né le 24 mars 1938 ». Et vous poursuivez, « Ce jour-là, mon père était absent pour cause de service militaire. Il a ensuite été immédiatement mobilisé. Il est mort le 5 juin 1940, un peu après mon 2e anniversaire. Il ne m'a pris dans ses bras qu'une fois, à l'occasion d'une permission. Nous ne nous sommes pas connus et donc pas aimés, 2 étrangers. Même s'il est un parfait inconnu, est-ce que ce père vous a malgré tout manqué ?» Non, pas du tout. Non, aussi bizarre que ça puisse paraître, je me suis souvent expliqué pourquoi moi qui ai tellement espéré, désiré être père, pourquoi j'avais cette envie alors que sa présence ne m'avait pas manqué du tout et que je n'ai jamais senti que le manque d'un père était dérangeant pour moi. Il n'était pas là. En fait, au fur et à mesure de ma jeunesse, enfin, alors que je me posais cette question que vous me posez, est-ce qu'il vous a manqué? Est-ce que vous avez perçu un manque? Est-ce que vous auriez voulu que quelqu'un soit là, etc. Franchement, non, jamais. Et même mieux, je me trouvais des excuses pour dire c'est bien qu'il n'ait pas été là. Parce qu'en définitive, il était coiffeur. Et je sais par des oncles, des tantes, enfin, qu'il aurait aimé que je reprenne son commerce. Et moi, de toute ma vie, j'ai jamais eu envie d'être coiffeur. J'ai rien contre les coiffeurs, bien évidemment, bien que c'est vrai que je ne sois pas très client. Mais quoique... Enfin, cette calvitie, là, maintenant que j'assure complètement, elle n'apporte pas de travail au coiffeur. Mais par contre, quand vous êtes en partie chauve et que vous continuez à vouloir avoir une pâte, une nuque bien faite, là, c'est du boulot et le coiffeur a besoin d'une véritable technique et d'un vrai savoir-faire parce que c'est très difficile de coiffer des chauves. Demandez-leur si vous avez vous qui pratiquez la coiffure, demandez-leur, vous verrez que c'est pas si facile que ça. Alors justement, ce salon de coiffure, c'est votre maman qui va quitter son emploi de secrétaire, qui va le reprendre. Elle va faire, comme vous l'écrivez, elle va faire le barbier. Et elle va finalement assez peu s'occuper de vous. Ah ben oui, mais ça... si vous voulez, comment dire, dans mon livre, il y a, je crois, 2 histoires. Il y a mon histoire tout au long de ma vie avec mes déboires, les gens merveilleux que j'ai rencontrés qui m'ont parti sauver la vie d'ailleurs. Et puis, il y a mes rapports avec ma mère, sorte de combat entre nous. Et c'est parallèle, évidemment, mais c'est 2 choses. C'est vrai que ma mère, quand mon père est mort, donc s'est vue contrainte de reprendre le salon de coiffure. Et à l'époque, pour les plus anciens parmi nous, rappelons-nous que on n'allait pas seulement chez le coiffeur pour se faire couper les cheveux, on y allait pour se faire la barbe. Il n'y avait pas encore de rasoir Gillette, de machin qui rase électriquement, etc. Ça n'existait pas. Donc, elle a appris à raser. Et elle était devenue... elle était barbier dans le salon de coiffure de son mari. Et
À ce moment-là, donc, on a bien compris que votre maman prenait un peu de distance par la force des choses puisqu'elle s'occupait de l'affaire. Il y a deux personnes qui, dans votre livre, on le sent bien, vont vous prendre la main. C'est votre grand-père paternel et Mémé Briquet. Vous pouvez nous en dire deux mots? Alors, mon grand-père paternel était un homme magnifique. C'était, disons, avec les Fleury qui m'ont recueilli après la guerre en Suisse, les deux, enfin, lui était seul et les Fleury étaient une famille, mais ce sont des gens qui m'ont appris à respecter la terre et à m'expliquer la vie et comment, par exemple, les Fleury m'ont montré comment les animaux se reproduisaient. Mon grand-père m'expliquait comment on faisait pousser, le principe de la graine, etc. Et c'était un type qui était extrêmement fier de ce qu'il faisait, parce qu'il le faisait très bien. Il était bio bien avant la lettre. Quand il arrivait sur le marché de Lunéville, il venait avec un cheval. Il n'y avait pas de... Enfin, il y a 40... Je n'ai pas de souvenir qu'il n'ait jamais eu une voiture, ce pauvre homme. Et il venait avec son cheval et une carriole sur laquelle il avait mis tous ses légumes. Et avant d'arriver sur le marché, il arrêtait son cheval et il sortait de sa poche une toute petite boîte comme ça, sur laquelle il y avait une glace. Il se regardait, puis ensuite il ouvrait la boîte, il y avait une petite brosse, et il brossait et lissait sa moustache pour être impeccable. Il donnait un coup de peigne et il allait voir ses clients. Il était extrêmement respectueux jusqu'à la coquetterie, si vous voulez. Et moi, j'ai gardé ça. Je n'aime pas être à la télévision, ou même dans un studio de radio, d'ailleurs. J'aime pas être débraillé. Et je considère que la moindre des choses, c'est quand on rentre à plus forte raison chez les gens qui vous attendent peut-être pas à la télévision, la moindre des choses, c'est d'être habillé. Vous avez évoqué d'un mot tout à l'heure les Fleury. Alors, peut-être préciser que, en fait, étant pupille de la Nation, vous avez eu l'occasion d'être envoyé en vacances dans le Jura suisse, où vous avez fait la rencontre d'une famille. Et en fait, je pense que vous avez découvert deux choses. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. D'une part, pour la première fois, une vraie vie de famille, une famille unie. Et d'autre part, les joies simples de la vie à la campagne. Oui, mais parce que... Et on sent que cette famille est toujours dans votre cœur, non? Il faut bien comprendre que, d'ailleurs, je pense à il y a 2 heures, un monsieur m'arrête dans les allées du salon et me dit: mon père vivait à Montmelon dessus et moi j'ai vécu à Montmelon dessous. Il faut vous dire que c'est 2 villages où il devait y avoir 2 maisons par village. Et le fait que 70 ans après, parce que ça fait 70 ans, on se rencontre. C'est fascinant quand même, ça. Et je trouve que la vie est toujours étrange parce qu'on arrive à avoir des liens lointains et tout à coup devenus très proches alors que le temps s'est écoulé. Cet intérêt pour la terre, pour les produits de la campagne... Alors ça, c'est eux qui me l'ont appris. Enfin, mon grand-père, il faut savoir que moi, mon grand-père, je l'ai connu, j'avais 2 ans et demi jusqu'à la fin de la guerre. C'est-à-dire que c'est mon grand-père qui m'a appris ce que c'était que des canons, ce que c'était que des chars. N'oubliez pas que entre 40 et 45, Lunéville était un lieu de passage. Donc vous aviez d'abord, il faut bien le dire, les Français qui fuyaient, la débâcle avec des gens qui circulaient, les pauvres comme ils pouvaient, et qui quémandaient de l'aide, et on n'en avait pas, donc c'était difficile de leur en donner. Et puis ensuite, dans l'autre sens, j'ai vu suivaient les armées allemandes, et puis quelques années après, c'est dans l'autre sens que c'est passé. Les Allemands d'abord, ensuite les Américains et les Français. Cette période-là a été déterminante. Moi, j'ai une vision actuellement sur les migrants, la guerre au Mali, en Syrie, etc. J'ai une vision, je pense surtout aux enfants qui vivent ça d'une façon
épouvantable. Et moi, j'ai des souvenirs douloureux de cette époque-là. D'abord, on ne mangeait pas. On n'avait rien à manger, il faut le savoir quand même. On ne crevait pas de faim parce que c'était la débrouillardise, parce que mon grand-père nous apportait des pommes de terre, mais on n'avait droit qu'à ça. On élevait par hasard un lapin dans le fond d'un clapier d'une cour et 3 poules, et même personne ne savait comment les tuer. C'était vraiment du bidouillage, si vous voulez, pour subvenir à ses fins, à ses besoins. Votre maman va, à un moment donné, vendre le salon. Elle va rencontrer un homme, un comte, un vrai. Elle en sera la maîtresse. Alors ça, c'est ça. C'est quand je suis arrivé en Suisse, j'ai eu une chance folle. La chance commence à me sourire à ce moment-là. Parce que nous partions en Suisse dans une sorte de train, comme si on allait dans un camp de concentration, finalement. Tout le monde était là, dans des wagons de 3e classe. Et quand on est arrivé à Berne, on a été dispatché. C'est-à-dire, vous êtes dans telle famille. Enfin, on avait des numéros, sûrement comme dans un camp de concentration. Numéro 63. Le 63, où il est, une main qui se levait, et on allait rejoindre le 63, qui se trouve être une ferme, un paysan. Là, je considère que c'est une grande chance pour moi. J'aurais pu tomber chez un banquier. Je suis revenu avec une gourmette et sûrement complètement perverti à vie. Et là, j'ai découvert des gens qui étaient magiques, c'est-à-dire des gens qui faisaient leur pain eux-mêmes, qui vivaient en autarcie, qui étaient d'une générosité absolument incroyable, d'une délicatesse, et qui m'ont intégré comme si j'étais le petit dernier. C'était un couple qui avait une fille et un garçon que j'ai vu pendant toute ma vie. Enfin, Germain est mort, je crois, il y a 2 ans. Et l'année dernière, j'étais ensuite faire une conférence, j'ai vu sa veuve. Je suis toujours en contact avec eux parce que c'est tellement émouvant. Ils ont compté dans ma vie. Et cette agriculture tellement propre, tellement respectueuse, pas de machine. Alors vous allez me dire, oui, mais il n'avait peut-être que 30 ou 40 hectares. À ce moment-là, on peut faucher. Oui, puis c'était de l'agriculture de moyenne montagne. Là aussi, il faut tout faire à la main. Mais néanmoins, tout était respectueux de la nature. Vous voyez ce que je veux dire? Quand les bêtes étaient en haut ou près, avec leur énorme cloche, dont j'entends encore quelquefois le tintinabullement dans l'oreille, eh bien, ce moment-là me met presque par obligation, par réflexion, en face de ces machines où c'est les vaches qui tournent, où elles vont se faire traire quand elles en ont envie, etc. C'est une image de l'agriculture. Moi qui habite en Beauce, en plus, où là, je peux vous dire que le céréalier traite allègrement. Je ne comprends pas ce qui se passe. Cette déviation, ce dévoiement de l'agriculture par rapport à ce que j'ai connu il y a 50 ans, c'est quelque chose qui me blesse et qui me fait mal. On sent que vous avez passé un très bon moment, un moment de bonheur quand vous êtes ce petit je garçon. suis resté là-bas 2 mois. Voilà. Mais au bout de et vous y êtes mois, retourné, je crois. Vous êtes retourné. Au bout de 2 mois, quand je suis rentré et que je me suis aperçu que ma mère n'était pas là, que le magasin était vendu, elle avait trouvé un job, je crois que c'était à Contre-Séville ou à Vittel, et que visiblement, c'est pas que j'étais oublié, mais bon, après tout, elle menait sa vie, j'ai envie de dire. Et on m'a mis en pension. Et là, j'ai pas du tout accepté, c'est-à-dire l'idée d'aller en pension m'a... Je veux dire, je pense qu'il y a des enfants, je reconnais, qui ont demandé à être en pension. Je ne connais pas beaucoup, mais enfin, je sais que ça existe. Mais on peut quelquefois, quand on est mis en pension, se raisonner, se dire qu'on va là pour son bien, parce qu'on va se cultiver, on va apprendre, on va devenir plus intelligent, plus sensible, plus tout ce que vous voulez. Moi, c'était pas ça. J'avais la conscience qu'on me mettait en pension pour se débarrasser de moi.
Puisque votre maman, à ce moment-là... Mais parce elle avait envie de mener sa vie et qu'une jeune femme, ma mère devait avoir, je ne sais pas, 25 ou 28 ans en 45 ou 46, et que, enfin, vous ne pouvez pas imaginer qu'une jeune femme qui a perdu son mari alors qu'elle avait 22 ans, elle a un enfant sur les bras, elle n'ait pas envie de faire une rencontre, de faire sa vie, d'avoir aussi un peu de bonheur dans sa vie. Enfin, ça me paraît, c'est une évidence. Mais ça s'est fait tout ça horriblement caché. C'était des cachotteries. Le comte était... parce que j'appelle ce monsieur le comte avec un certain mépris quand même. Nous ne nous sommes jamais embrassés pendant pratiquement 50 ans où on n'a pas vécu ensemble, parce que le comte était marié en plus. Et le comte était un profond salaud. Donc j'aurais pu accepter que ce monsieur, par son exemple, son aisance, sa fortune, entre autres, m'apprenne des choses, l'élégance, les bonnes manières, le savoir-vivre, etc. Mais rien du tout. C'était un monsieur qui me disait bonjour en me repoussant comme ça et qui n'a eu qu'une idée, c'est de m'envoyer balader toute sa vie. C'est même lui qui vous a demandé d'annoncer à votre maman la rupture. Ah non, mais c'était un profond salaud quand même. C'était vraiment, ce type était profondément une ordure. J'en suis convaincu. Ils étaient ensemble depuis j'avais 20 ans, c'est pas j'avais 17 ans, non 20 ans. Et il me téléphone et il m'invite à déjeuner. Ça n'était jamais arrivé, vous imaginez. Et bon, je me rends au déjeuner, je ne savais pas ce qu'il voulait. Il me dit, voilà, ta pauvre maman, elle doit refaire sa vie, je l'en empêche, je ne pourrai jamais l'épouser parce que j'ai une famille qui est très croyante, très pratiquante. J'ai une sœur qui est la supérieure d'un couvent, j'ai un frère, enfin bref, une litanie. On aurait imaginé qu'ils avaient 50 enfants et qu'ils avaient un diocèse entier à leur service. Et je ne peux pas m'occuper de ta mère, je voudrais que tu lui annonces qu'on se sépare. Alors là, j'étais, mais vous imaginez, un monsieur qui avait vécu pendant 10-15 ans avec ma mère, il se voyait régulièrement, à défaut de tous les jours, puisque lui-même était marié et il avait un enfant. Mais j'étais absolument terrorisé. Je lui ai dit, écoutez, il n'en est pas question, moi je ne lui dirai rien. Parce que vous n'avez qu'à vous charger de la commission vous-même. Mais par contre, si vous la laissez tomber, ou bien vous lui achetez un appartement et vous la mettez à l'abri du besoin, ou bien je vais tout raconter à votre femme. Je sais où vous habitez et je ne me gênerai pas. J'irai faire de la délation, bien que j'ai vu ce que ça donnait, la délation, à la fin de la guerre, parce que ma mère a été tondue à la Libération, donc je sais ce que c'est que les saloperies. Mais ça ne me dérange pas. J'irai voir votre mère et je lui dirai, votre femme et je lui dirai. Alors bon, il a fait ce qu'il avait à faire et écoutez-moi bien, 1 mois et demi après, ils étaient de nouveau ensemble. 10 ans plus tard, ils divorçaient. Il épousait une autre personne qui n'était pas ma mère et il continuait à voir ma mère. Vous voyez le beau monsieur. Et moi, j'ai subi ça. Enfin, j'ai subi ça, non, parce que je l'ignorais, mais ça a été entre ma mère et moi un sujet de conflit. C'était pas agréable du tout, parce que effectivement, moi, j'étais partagé. J'étais partagé parce que je considérais que ma mère valait mieux que ce type. Et que, en même temps, j'étais très admiratif parce qu'elle était amoureuse folle. Elle aimait cet homme. Elle l'a aimé malgré toutes les saloperies qu'il a pu lui faire jusqu'au dernier jour de sa vie. Imaginez qu'à un moment, on va sauter des étapes et on pourrait revenir. Imaginez qu'à la fin de sa vie, cet homme tombe malade. Il a un cancer de je ne sais pas quoi, du pancréas, je crois. Donc on sait que la fin est quasiment inévitable. Et donc il est chez lui, il est couché. Et ma mère va tous les jeudis
à un moment où, normalement, vous allez comprendre la perfidie de toute l'opération, où, normalement, sa femme n'est pas là. Il n'y a qu'une infirmière. Donc, il se met à la fenêtre, et ma mère est en face, devant chez lui. Il y a un banc, elle apporte un pot de fleurs, un bouquet de fleurs, et ils se font bonjour. Et puis, le temps passe. Cet homme ne peut plus se lever ni venir devant la fenêtre. Donc, il faut avoir quand même de ses nouvelles parce qu'elle ne peut pas vivre sans avoir de ses nouvelles, parce qu'elle l'aime, tout simplement. Et donc, ma mère, sachant très bien que ça ne pouvait que me déplaire d'avoir à téléphoner pour avoir de ses nouvelles, me supplie d'appeler chez lui tous les vendredis matins pour lui demander comment il allait. Pas lui demander à lui, il était sous oxygène ou je ne sais pas quoi, demander à une infirmière qui était, paraît-il, dans la confidence. Et pendant presque un an, j'ai appelé tous les vendredis matins, bonjour madame, bonjour monsieur, comment va monsieur le comte? Ça va mieux, ça va moins bien. Ah, c'est la fin. Oui, c'est la fin. Je pense que c'est dans la semaine, pour la fin de la semaine. Écoutez, rappelez-moi plutôt mercredi. Je ne pense pas que ça passera la semaine. Ma mère, auquel tous les jours je rendais compte, puisque c'était ça qu'elle attendait. Je lui disais, c'est peut-être pour cette semaine, je ne lui ai jamais menti. Et le jeudi, elle me dit, ça va être pour demain, je crois que c'est la fin. Très bien. Le jeudi, j'apprends que c'est la fin, il est mort. Et moi, enfin, bêtement, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, je dis, mais c'est difficile pour vous, vous perdez un malade. Ça doit faire 2 ans, je pense que vous êtes à son chevet. Vous avez des projets, vous avez du travail. Enfin, pourquoi est-ce que j'ai été dire ça à cette femme? J'en sais rien. Et elle me répond, mais non, mais tout va très bien, monsieur, moi je suis sa femme. Vous imaginez la perfidie de toute cette mise en scène, cette organisation d'une perversité inouïe. Et moi, j'étais la victime de ça. Enfin, la victime, le dindon de la farce, parce que j'aurais pas joué si j'avais su que je m'adressais à sa femme. Et moyennant quoi, j'ai été fâché avec ma mère pendant 2 ans, parce que j'avais trouvé que là, franchement, c'était un peu abusé de l'amour maternel ou filial pour faire ça. Vous nous avez dit tout à l'heure qu'après 2 années de réflexion, vous êtes obligé de tout dire dans ce livre. Et parmi les épisodes douloureux, il y a celui de votre séjour dans cette pension religieuse où vous allez être victime d'actes pédophiles. On pense qu'on n'appelait pas ça encore comme ça à l'époque, mais en tout cas, c'est une réalité. Est-ce que ça a été, enfin je l'imagine, traumatisant? Et quel est, avec le recul, le souvenir que vous en avez et ce que vous en pensez? Très franchement, non. C'était pas traumatisant parce que c'était, ça se limitait à, c'était un type qui était très excité. Ça n'a eu lieu qu'une fois d'ailleurs. C'était un type qui était très excité, qui relevait sa soutane. Il était en érection et il avait dû sûrement un peu se masturber avant. Dès que il m'a pris la main pour la mettre sur son sexe, il a éjaculé. J'en ai pris plein la main. Il m'a essuyé avec un mouchoir. Et puis j'ai fait en sorte que je ne le reverrai plus. Mais en même temps, la parole n'était pas libre. Vous vous en êtes confié à personne? En tout cas, pas votre maman. Mais vous savez, quand vous voyez des types de 20 ans actuellement, ou de 22 ans, qui disent qu'ils ont été violés par tel ou tel, leurs parents, leur père, leur oncle, etc., c'est parce que vous imaginez, posez-vous la question, est-ce que quand on a 10 ans, 12 ans, et que votre supérieur hiérarchique dans un collège, c'est-à-dire la puissance qui doit faire respecter la sagesse, qui doit faire respecter le savoir, est en train de vous tripoter. D'abord, vous découvrez un sexe qui n'est pas de la taille du vôtre. En plus de ça,
la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Pourquoi est-ce que moi j'aurais ça à un moment donné? Enfin, on n'est pas dans le déni, on est dans la surprise. Il faut bien se le dire. Je ne sais pas s'il y a d'autres témoignages, d'autres personnes ici qui peuvent témoigner dans le même sens que moi, mais vous n'êtes pas, quand vous venez de vous faire, non pas tripoter, parce que j'avais 10 ans, c'était pas son problème, n'était pas de tripoter, son problème était de se faire tripoter. Petite main innocente qui lui touchait le sexe, c'était suffisant pour lui le faire jouir. Et quand on a cet âge-là, je n'ai jamais imaginé un instant que je pourrais aller lever le petit doigt chez le supérieur du collège pour lui dire, le monsieur, il m'a montré son zizi. Franchement, je ne peux pas penser à ça. D'ailleurs, finalement, il y a assez peu, dans les cas de pédophilie que vous avez maintenant, c'est toujours très tardif, les révélations. Ça ne se fait pas quand on a 10 ans. On n'ose pas, on n'a pas le courage de faire ça. Un type me tripoterait demain, à moins que ça ne me fasse plaisir, ce qui serait alors à ce moment-là une autre affaire. Mais en réalité, je n'aurais pas de dénoncer, c'est à moi de régler mon problème. Jean-Pierre Keuf, vous dites à plusieurs reprises « je ne sais rien faire » au début à l'âge où théoriquement on rentre en activité professionnelle. C'est pas tout à fait vrai parce que vous êtes devenu un spécialiste du plissé-soleil. Vous pouvez vous les expliquer? Non, mais ça c'était pendant la période où je suivais mes cours Simon, parce que je voulais devenir acteur. Et donc ma mère, qui avait une teinturerie, voulait que je travaille et ne voulait pas me payer des cours. Donc je travaillais chez elle et je travaillais la nuit et je repassais. Et c'était une époque, mesdames, je n'aurais pas souhaité que vous ayez repassé quoi que ce soit. C'était des fers qui pesaient des tonnes, c'était des fers en fond, donc ça pesait au moins 4-5 kilos. Moi, j'avais 15 ans quand je faisais ça. Je faisais d'abord, quand je me levais, il était 2h30 ou 3h du matin, il fallait allumer le fourneau pour que les fers, c'était un fourneau circulaire, on mettait les fers comme ça tout autour et ils chauffaient directement sur la flamme. Et ensuite, il fallait repasser. Donc moi, je mettais... Enfin, la dame qui était la repasseuse chez ma mère m'avait appris à faire des plissés soleil. Dieu merci, j'en vois plus beaucoup pour le bien-être du teinturier. Mais vous qui avez connu ce qu'était un plissé soleil, mesdames, vous n'avez jamais songé à la difficulté que pouvait avoir une ou un repasseur à vous mettre les plis là-dedans. C'est épouvantable. Vous ne savez pas ce que c'est. Si, je vois à peu près ce que c'est. Vous voyez ce que c'est. Vous n'avez pas imaginé que vous pourriez repasser. Non. Tant mieux. Un autre épisode, d'ailleurs dans le même registre, où vous cherchez du travail, vous écrivez dans le Figaro une petite annonce et vous la rédigez ainsi « Ne sait rien faire, mais plein de bonne volonté. Et ça va marcher. » Alors pourquoi j'ai raconté cette anecdote? Parce que, à l'heure qu'il est, depuis déjà 10 ou 15 ans, je rencontre des rédacteurs en chef de journaux, des directeurs de journaux. Je leur dis, vous ne voulez pas faire passer cette annonce, ne sait rien faire et plein de bonne volonté. Je voudrais voir combien de chefs d'entreprise ont envie d'avoir chez eux un mec de 20 ans qui n'a pas fait d'études, mais qui en veut, qui a la niaque, qui veut réussir et qui va vraiment se défoncer comme un malade pour réussir. Moi, à l'époque, j'ai eu 11 réponses. Vous imaginez que c'était effectivement au temps des Glorieuses, il y avait de l'argent, il y avait de l'emploi, il n'y avait pas autant de chômage que maintenant, etc. Mais je trouve que on veut tellement de gens diplômés, tellement de gens avec des bagages qui sont vraiment dans l'étroitesse de la connaissance. Moi, j'ai appris, mais je suis rentré chez Job, le papier à cigarette. Je ne connaissais rien, je ne savais pas comment ça se fabriquait, le papier. C'est magnifique. La plupart des gens ne savent pas comment ça se fabrique, mais c'est un truc incroyable, c'est de l'eau. C'est de l'eau avec une espèce de fibre de tissu ou même de papier ou de bois. Et c'est des machines qui sont, des rouleaux qui sont comme, on mettrait une machine là-dedans, dans cette pièce. Et tout à coup, vous mettez votre main et vous avez de l'eau. Et
et 5 minutes après, ça commence à se pacifier et à se solidifier. J'ai été émerveillé, c'était pour moi une découverte. Ensuite, j'ai terminé directeur commercial de cette boîte, et puis ensuite, j'ai voulu aller ailleurs, j'ai appris la photogravure, et puis ensuite, j'ai appris ce qu'étaient les encres, et puis ensuite, je suis rentré dans une maison d'édition. Vous voyez, j'ai fait comme ça toute une carrière dans un métier qui est le métier du livre, finalement, alors que je ne m'en sers pas. Je ne m'occupe pas de livres actuellement, sauf d'en faire. Quand je vous disais que Jean-Pierre Coff avait plusieurs vies, il y a à ce moment-là, vous nourrissez un rêve très simple, qui était celui d'être marié. Vous vous êtes marié avec une femme qui avait déjà une petite fille, d'avoir une maison, d'avoir une vie un peu petit bourgeois, tranquille, d'avoir un métier. Et en fait, ça ne va pas se passer du tout comme ça. Surtout lorsque, à un moment donné, vous apprenez que votre femme est enceinte, vous êtes l'homme le plus heureux du monde, mais là va peut-être se présenter un des épisodes les plus dramatiques, les plus difficiles de votre vie. Oui, c'est vrai, mais enfin, je ne sais pas si c'est bien utile de raconter tout ça, on peut le découvrir. Je suis arrivé un jour chez moi à l'improviste et ma femme était sur un bidet en train d'avorter. Et c'est elle qui s'était fait avorter à 6 mois et demi. Et effectivement, imaginez bien que c'est assez douloureux de voir un enfant qu'on a tellement espéré, un petit garçon en plus, qui est baignant dans du sang et tout s'effondre parce que en fait, bon, c'est plus d'enfants, inévitablement. Pourquoi, comment, pourquoi ça s'est passé comme ça? Qu'est-ce que j'avais fait? Qu'est-ce qu'elle avait fait? Quelle était la raison? C'est assez bouleversant et c'est traumatisant pour des. Et j'ai jamais su en réalité comment ça s'était passé. J'ai réussi à remonter le détail de l'histoire et tout ça était pour une sorte d'histoire d'argent, mais parce que ma femme a été mariée une première fois et son mari était mort dans un accident de voiture et donc elle devait toucher les indemnités auxquelles elle avait droit. Elle en a touché qu'une partie et en fait le montant des indemnités lui avait été donné parce que son médecin gynécologue avait prétendu et son assureur avait prétendu qu'elle ne pourrait pas avoir d'autres enfants tellement elle avait été traumatisée. Les compagnies d'assurance ont cru ça par moi, mais enfin bon, et il y a eu un procès, enfin, vous voyez, une histoire assez sordide dont mon fils et moi avons été les victimes. Vous allez complètement réorienter votre vie à un moment donné et faire de la restauration. Alors on va très très vite et je vous renvoie évidemment à ce livre qui, je le répète, est très dense. Je trouve que c'est une écriture, votre écriture, qui n'est pas matinée de pathos. Vous dites les choses simplement, vous les dites presque de façon un peu clinique. Je ne sais pas si le mot est bien choisi, mais c'est ça. Et je pense que vraiment... Vous les dites un peu clinique, de façon un peu clinique, c'est-à-dire où il n'y a pas... Monsieur, un avortement, c'est un avortement. Je parle de l'ensemble de l'ouvrage. Oui, mais même l'ensemble de l'ouvrage. Je raconte ma vie... je la fais pas belle, je la fais comme elle était. Alors, ce que je voudrais quand même dire, et pardon de vous interrompre, mais ce que je voudrais quand même dire, c'est que il n'y a pas 400 pages qui sont comme ça. Je n'ai pas eu que ces malheurs-là. J'ai eu une chance folle. J'ai rencontré dans ma vie des gens merveilleux. J'ai rencontré Jean Carmet, qui a été un ami intime pendant toute sa vie et une grande partie de la mienne. Je suis très ami avec Jean-Claude Carrière. Imaginez que c'est lui qui m'a appris à écrire. Donc, il a été mon papa écrivain et que c'est resté toujours un ami intime, proche. C'est mon frère. C'est plus que ça. J'ai eu des choses miraculeuses dans ma vie. J'ai été très ami avec Henri Gault. Justement, parlez-nous de Henri Gault et de ce goût qu'il vous a donné, ou plus exactement, il vous a dit, allez-y, lancez-vous dans la restauration. Oui, alors,
pourquoi je me suis lancé dans la restauration alors que je ne sais pas cuisiner. Moi, je cuisine comme vous et vous, mesdames, c'est-à-dire je fais de la cuisine. Quand j'ai accepté plutôt de faire de la cuisine à la télévision, c'était pour montrer que c'était quelque chose de très simple. Vous comprenez ? Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est pas la cuisine, c'est le produit. La cuisine, le repas, c'est la conséquence du produit, c'est l'affiliation directe. Quand on a trouvé le bon produit, on le cuisine simplement. C'est ça l'idée. C'est pas, il n'y a jamais eu autre chose dans mon existence. Mais moi, après, je voulais me destiner aux relations publiques. Et je me suis occupé d'un truc qui s'appelait des grands-mères au père. C'est-à-dire que je trouvais scandaleux que vous êtes jeunes tous, vous n'avez pas connu toutes ces quêtes sur la place publique où des gens secouaient des petits pots comme ça. Alors il y a la Croix-Rouge qui existe toujours, mais on quêtait pour les veuves de guerre, on quêtait pour les aveugles, les cannes blanches, on quêtait pour les anciens combattants. Enfin, il y avait tous ces trucs-là. Et pour la fête des mères. Et l'argent ne remontait pas auprès de la société centrale, l'UNIOPS, qui était chargée de gérer ce truc-là. Et à ce moment-là, c'était Edgar Faure, le ministre, qui était en charge des affaires sociales et qui me dit « Qu'est-ce qu'on pourrait faire ?» Et je lui dis « Mais il me semble que c'est relativement facile de se donner bonne conscience en mettant 1 franc, 2 francs, 5 francs, 10 francs. Pas toujours selon ses moyens. Ce n'est pas forcément les plus riches qui sont les plus généreux. C'est historique, ce que je vous dis. Et là, je pense que ce qui serait bien, c'est que tous les Français puissent faire un effort pour accueillir des personnes âgées. Parce que les personnes âgées, c'est une chance extraordinaire pour notre pays. C'est la transmission. Vous avez une grand-mère, un grand-père, des petits-enfants. Il y a un échange entre eux absolument incroyable. Il y a une petite fille qui a envie de faire un gâteau. C'est la mamie qui va lui apprendre à faire le gâteau. Elle a un bouton qui s'est décousu. Viens voir ma chérie, je vais te montrer. Elle montre comment on sert d'une aiguille. Les grands-parents, pour moi, c'est la transmission à l'état le plus élémentaire, mais le plus utile. Et donc, je dis à Edgar Faure, je dis, mais si on encourageait les familles qui ont des enfants à prendre pendant les vacances une personne âgée, au lieu, alors je disais en riant, au lieu d'avoir une jeune fille au père qui serait une gamine de 22 ans, suédoise, balancée comme une Aston Martin, qui risque de se tirer avec le mari, avoir une dame d'un certain âge qui vient dans une famille, c'est la quiétude pour tout le monde, il n'y a pas de danger, à moins d'être très porté sur les personnes âgées, mais en général, ce n'est pas dans ce sens-là que ça se passe. Et je lui dis, ça serait formidable. Il me dit oui, et je m'embarque. On lance là-dedans. Première année, 7000 personnes. Le bonheur des personnes âgées, le bonheur des familles. Je me souviens, j'avais des bureaux à Asnières. Frappe un couple. Ils rentrent, c'était des Polonais. Et je leur dis bonjour, qu'est-ce qui vous amène ? Eh bien, on voudrait s'inscrire pour prendre une grand-mère. Mais je dis pourquoi ? Ben, on a deux enfants et les grands-parents de mon mari, mes grands-parents à moi sont morts. Ils savent pas ce que c'est que des grands-parents. Ça serait formidable qu'ils découvrent ça. Et ça a été 7000 personnes. 7000 personnes âgées sont parties en vacances. Mais vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est. Certaines dames ont pris l'avion pour la première fois. Il y en a une qui est allée à Sao Paulo, au Brésil. Vous vous rendez compte ? Une autre qui est allée dans un château, une autre, on lui a envoyé une Rolls pour venir la chercher. C'était dingue comme truc. Et ça a été miraculeux. L'année suivante, manque de bol, Edgar Faure quitte les affaires sociales, il va à l'éducation nationale.
son remplaçant, je ne sais plus qui il est, trouve que mon idée est une connerie et que ça ne sert à rien, forcément, faire le bien pour un politique, est-ce que c'est vraiment son ambition principale? J'en sais rien. Peut-être à Nancy, je ne sais pas si monsieur le maire est là, mais sûrement que oui. Mais c'est pas partout quand même, il faut bien le dire. Et je me rattrape comme je peux. Ah, mais je le pense quand même, franchement. et parce que ça demande du soin, ça demande de savoir où ils sont, ça demande de prendre des assurances personnalisées. C'est une grosse affaire à monter. Et là, on me dit que c'est foutu, que ça ne marchera pas. Alors à l'époque, j'avais un cabinet de relations publiques qui marchait très bien. J'ai dit, eh bien écoutez, je vous emmerde tous, moi je vais le faire tout seul. Je vais le faire, j'en ai envoyé 7000 en vacances, et puis on verra ce qui arrivera. Et puis ce qui est arrivé, c'est qu'ils sont effectivement partis en vacances, mais qu'à ce moment-là est arrivée la première crise du pétrole. J'ai perdu mon client British Petroleum, j'ai perdu mon client Primagaz, et je me suis retrouvé le bec dans l'eau, j'ai fait faillite. Et donc, ça a été ma première faillite, parce que j'en ai fait d'autres, j'en ai fait une autre après. Donc, je ne me cache pas de ça. Ça arrive qu'on se casse la gueule, merde. L'intérêt, c'est de pouvoir se redresser, c'est de se dire on repart. C'est un accident dans la vie de faire faillite. C'est pas le malheur en soi, et c'est pas terminé à jamais. Et là, donc, pas de boulot, vraiment la catastrophe. Et j'avais entendons-nous bien, une petite fermette où j'avais des poules, des lapins et des cochons. C'est ma passion, c'est d'élever des cochons, j'adore ça. Je trouve que c'est un animal très propre. Ils ont une douche, de la paille, et c'est un bonheur d'avoir des cochons, et ils sont très gentils. Je ne dis pas qu'ils rentrent chez moi et que c'est un animal domestique pour moi, ça arrive pour certains, mais pas pour moi, mais j'aime ça. Et j'aime les manger surtout. Alors, donc, et ça ne me... je ne fais pas d'anthropomorphisme, hein. Je peux tuer des lapins, une poule, et même regarder la mort d'un cochon sans que... Enfin, bon, quand on a élevé un cochon, lui versé des seaux et ouvert le robinet de la douche, c'est vrai que ça fait un coup. Mais comme 3 heures après, vous mangez du boudin, ça passe, quoi. Et donc, j'ai tout ça, je dois avoir 150 poules, et un jour, Enrico m'appelle, il me dit comment tu vas? Je lui dis très mal, j'en ai marre, je vais me foutre en l'air, rien ne marche. Est-ce que par hasard, tu n'aurais pas des copains restaurateurs qui voudraient acheter des poulets de grains qui sont élevés en plein air, des lapins élevés à la luzerne qu'on allait ramasser, des cochons, j'ai tout ça à vendre, et puis après, on verra, ça sera mon tour. Il me dit, mais je me demande si tu n'es pas un peu con. Pourquoi tu les cuisinerais pas toi-même et tu les vendrais pas dans un restaurant? Mais tu veux, je sais pas cuisiner, mais j'ai jamais été restaurateur. Je vais dans les restaurants, je sais manger, je sais apprécier. Mais de là à dire un restaurant, non. Il me dit, est-ce que tu es libre la semaine prochaine? Et ben oui, j'étais libre, j'avais rien à faire. Et on va chez des gens, les descates. Et là, je tombe chez des restaurateurs magnifiques. On a transformé tous mes cochons, mes poulets, mes lapins en pâté, enfin, tout ce que vous pouvez imaginer, en saucisson, jambon, en rillettes, etc. On a préparé des produits pour ouvrir un restaurant, et j'ai ouvert un restaurant alors que j'y connaissais rien du tout. Et là, c'est Jean Poiret qui me sauve. Le premier jour du restaurant, coup de téléphone. Allô, est-ce que vous servez pour le souper? Oui, on sera à 10 à minuit. Raccroche, je ne sais pas qui c'est. Je dis, c'est une farce, on se fout de ma gueule. Pas du tout, c'était Poiret, ils arrivaient à 11h30, ils étaient 10, et c'est parti. Et j'ai eu 3 restaurants qui ont marché formidablement. Et puis, la connerie. Je perds la tête. Un hôtel particulier du 18e, absolument somptueux, devant Beaubourg. Beaubourg, vous voyez, un bâtiment hyper moderne. Je me dis, il faut sauver ce bâtiment du 18e, c'est un monument historique, il faut l'avoir. Puis finalement, je trouve des financiers, on le rachète, on fait un restaurant sublime. Et les financiers en question, c'était des Libanais. À mon avis, enfin, je ne sais pas, hein, mais
ils m'ont ouvert un crédit sans limite. Vous imaginez ce que c'est qu'un crédit sans limite quand vous avez envie de restaurer un hôtel du 18e? C'est connerie sur connerie. Vous n'en ratez aucune. Vous commencez par la rampe. Vous dites, ah ben oui, mais attention, au 18e, les feuilles, là, c'était des feuilles, c'était doré à leur fin, ça, quand même. Oui, ben, on connaît un artisan qui peut le faire. Mais on va le faire. Et tout a été comme ça. Jean-Pierre, si vous en êtes d'accord, on va laisser, parce qu'on me montre avec insistance que nous sommes au bout du temps. Voilà, au bout du temps qui nous est imparti. Moi, surtout, ce que je voudrais, c'est renvoyer toutes les personnes qui nous ont suivis cet après-midi à votre livre. On a égrené peut-être un dixième de ce qui fait le sel de votre vie et d'une quantité d'anecdotes et surtout de choses extrêmement sincères. Donc on va laisser la place. Merci beaucoup Jean-Pierre Coff et je crois que vous allez être disponible pour une séance de dédicace. Merci beaucoup à vous.